Eh bien, j'ai la French Tech en plateau pour débriefer l'ActuTech. 3 entrepreneurs, Alain Garnier, président fondateur de Jamespot, donc une plateforme tricolore qui ose s'attaquer au sujet des plateformes collaboratives, des plateformes de travail et aussi des réseaux sociaux d'entreprise. Alain Staron, président fondateur d'Artifil. Eh bien, vous faites briller cette innovation autour de l'IA dans la sécurité physique avec Artifil. Et Jean-Noël Degazin, président d'Exatrust, j'ai envie de dire porte-étendard de tout l'écosystème français, européen, autour de la cybersécurité et du cloud de confiance. Bonjour à tous les trois, très heureuse de vous avoir en commentateur. La loi française pour réguler et sécuriser Internet semble avoir un petit plomb dans l'aile. En tout cas, il y a une sorte de coup d'arrêt. Elle a été adoptée le 17 octobre et puis depuis, plus rien. On l'attend pour un passage en commission mixte paritaire et cela n'arrive pas. Est-ce à dire que cette loi finalement n'arrivera qu'après 2023, en 2024 ? C'est fort probable et c'est surtout sans doute lié à des messages, des signaux envoyés de la part de la Commission européenne qui a un peu haussé le ton. Je ne sais pas si c'est votre avis. Est-ce que cette loi française allait un petit peu trop loin par rapport à ce qu'attendait Bruxelles ? Excellence. Alain ? Moi, je peux commencer. Alors, les signaux sont clairs, c'est carrément une lettre officielle. Donc là, on n'est pas juste dans les signaux de fumée avec justement les pigeons voyageurs de l'Europe. En fait, il se trouve que la France a pourtant été celle qui a amené cette loi au niveau européen. Oui. Ça, c'est quand même à mettre au crédit, justement, un peu de la volonté française, en particulier de sécuriser, mais également l'action de la souveraineté. Et le problème, par contre, c'est qu'on n'a pas totalement respecté un peu le calendrier. Et donc là, c'est plutôt des fautes de quart, tout simplement, j'ai envie de dire, administratives, de délai dans lequel il faut prévenir l'Europe. Sinon, il y a un petit côté impolitesse, on va dire. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que, et ça, Jean-Noël Barrot, d'ailleurs, l'avait rappelé à l'Assemblée générale, il ne fallait pas aller trop loin, parce que sinon, il s'agit de transposer un droit, en fait, européen. Donc, finalement, aller trop loin, ce serait avoir l'Europe des 27 Europes. Et là, justement, l'Europe nous arrête en disant non, là, ce n'est pas dans le package général. Donc, plusieurs problèmes en fait. Plusieurs problèmes. On va un petit peu plus loin que ce que prévoit le DSA, donc le règlement européen sur les services numériques. Et puis, parfois, on confond aussi action de l'État et d'autorité administrative. Moi, je pense qu'on a un sujet de fond autour des données, de toute façon. Donc, cette loi, elle a dû aller assez loin sur les données parce qu'on sait que la France est très en pointe sur le fait d'être, en fait, de défendre un modèle numérique dans lequel on peut reprendre la main sur nos données. Oui. C'est un enjeu mondial, c'est pas seulement en France. Là, j'étais au Canada il y a 2 semaines avec le ministre de la cybersécurité et du numérique au Canada, puisqu'il y a un ministère dédié à ça. C'est un sujet partout dans le monde, ce contrôle sur les données. Et donc, il y a ce que marque cette situation finalement, au-delà de l'anecdote elle-même, parce que ça se réglera, c'est qu'il y a un désaccord profond sur la stratégie autour des données. Jusqu'où il faut aller, jusqu'où on met la barre dans le positionnement par rapport aux lois extraterritoriales américaines. On se souvient qu'avant l'été, il y avait eu une tentative de passer rapidement donc le nouveau projet de loi transatlantique d'échange sur les données, un nouveau framework. Privacy Shield, voilà, avec une nouvelle responsable européenne, assistante de commission de la commissaire européenne Verstager, qui venait précisément à la concurrence, à la concurrence qui venait précisément d'un GAFAM, avec un parcours très empreint sur les GAFAM. Donc il y a quand même un problème de fond. On le voit récemment avec Amazon. Au sein de la Commission européenne, entre les États membres, c'est ça que vous nous dites ? Je pense qu'il y a un désaccord sur la stratégie autour des données. Et du coup, quand la France, qui est très regardée sur ces sujets-là, fait un projet de loi dans lequel, il faut le dire quand même, il était venu à l'université d'été d'Exatrust, oui. Jean-Noël Barrot, il l'avait dit, je ne peux pas non plus aller trop loin et prendre tous les amendements que demandent les députés et les parlementaires, parce que sinon, je vais être hors la loi européenne. Donc il avait prévenu quelque part. Donc on se retrouve exactement face à la situation. En fait, il avait déjà reçu un courrier de Thierry Breton. On ne le savait pas à l'époque, mais au mois d'août, on lui avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas soupçonner Jean-Noël Barrot de ne pas essayer d'avoir une position qui reste relativement audacieuse quand on voit la situation européenne aujourd'hui sur ce sujet des données. Donc il va falloir trancher aussi, avoir une position européenne sur les données
Alors, Pas on le en seul a quand sujet, même une, mais- justement. Le DSA, c'est une position européenne commune. On a trouvé cet Oui. accord. Hein. Oui. Mais là, la France veut aller plus loin, en fait. Oui. On va peut-être un peu trop vite. Démarrons avec le DSA. Ou l'Europe ne va pas assez vite, je ne sais pas, Alain. Il y a une différence Ça de rend- tempo. Oui. Clairement, l'Europe va pas assez vite. Hein. C'est plutôt que la France va trop vite. Mm. On va de toute façon pas assez vite les uns et les autres dans ce De monde. notre Ah, point de donc vue il faut aller français. très hein. vite. Bien sûr. Maintenant, il y a un DSA, il y a une loi qui est sortie, enfin en tout cas, il y a un texte européen qui est sorti ou en train de sortir. On ne peut pas aller plus vite que la musique non plus, parce que sinon on casse l'Europe, et à mon avis, l'Europe en tant qu'entièreté est plus forte qu'un intérêt particulier d'un pays qui voudrait aller plus loin. Ouais. Il vaut mieux qu'on avance moins loin tous ensemble que plus loin séparément, parce qu'on l'a tous vu, hein, depuis l'Irlande, l'Europe fragilisée, l'Europe désorganisée, c'est une Europe fragilisée qui fait la barbelle à le fameux oligopole. Et puis parfois, ce sont des intentions politiques hein, qu'on peut estimer louables, mais on sait très bien que dans la concrétisation, dans la mise en œuvre, ça ne va pas être Et voilà, possible. alors, il y a ça aussi. Mais ça, en l'occurrence, moi, la volonté politique peut être source d'innovation. Si le politique dit « je veux qu'on puisse contrôler toutes les identités des gens qui vont sur les sites porno », eh ben, il va falloir qu'on trouve une solution. Et moi, je fais confiance à tous les ingénieurs de la Terre, en particulier en France, qui sont plutôt bien calibrés, pour trouver des solutions. Donc moi, je ne m'arrête pas à « on veut quelque chose qui n'est pas possible ». C'est pas vrai. Rien n'est impossible. Alors, des solutions technologiques, il y en a en l'occurrence Oui. hein, dans ce domaine, mais c'est la problématique, c'est comment articuler ces solutions technologiques avec le respect du droit à la vie privée, des droits fondamentaux des citoyens sur Internet. Liberté, protection, c'est liberté, sécurité, c'est le débat qu'on a. Et puis il faut aussi reconnaître que si on prend la question du DSA, en fait la question de la vie privée, elle est quand même vue de manière différente. C'est-à-dire que je pense que sous l'angle des données, le côté plutôt B2B, entreprise, là il y a effectivement peut-être un consensus plus général. Mais sur les questions des mœurs, là il y a aussi une différence. Et il faut accepter, je pense, que l'Europe elle peut être aussi un peu différenciée. Donc ce qui est difficile, c'est de trouver en fait à la fois aller tous dans le même sens. Effectivement, et je suis d'accord, on sera plus fort dans l'Europe. Pas non plus avoir des gens qui soient trop en avance et d'autres qui sont trop en retard. Et là, du coup, on retrouvait le problème qu'on a eu avec les paradis fiscaux. C'est-à-dire, par exemple, on aurait l'Irlande qui dirait attendez, si vous venez chez moi, il n'y a aucun problème, vous êtes finalement GAFAM, continuez votre vie. Donc, en fait, il faut aussi qu'on sorte de ça, c'est-à-dire que les mauvais élèves. Mais il ne faut pas non plus qu'il y en a qui fassent trop de zèle. Donc effectivement, c'est un peu compressé le message de l'Europe, qui est un peu la façon de s'en sortir par le haut. Ça, Ouais, c'est mais clair. pourtant, on connaît quand même cet exercice hein, de mise en application, enfin en tout cas d'adaptation de notre droit aux directives européennes. On connaît cet exercice. Non seulement on le connaît, mais si on regarde quand même en matière, en tous les cas dans le domaine de la data, de la privacy, ce qu'on appelle la privacy, donc là, le respect de la vie privée, et sur la partie résilience, cybersécurité, la France, non seulement elle connaît les règles, mais elle est l'inspirateur quand même d'un modèle européen. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une divergence très importante sur jusqu'où il faut mettre le curseur sur le respect de la vie privée. Il y a aussi une bataille, on ne va pas se leurrer là-dessus, il y a une espèce de bataille entre la France et l'Allemagne sur qui prend le leadership sur ces sujets-là, avec des positions qui sont différentes, notamment... Y compris sur la partie business. Hein, Bien sûr. Mais bien sûr sur la partie business, bien sûr, avec, je pense, les Allemands qui voient une opportunité sur le cloud, et nous qui sommes assez en pointe sur tout ce qui est IA, cybersécurité ou quantum, notamment ordinateur quantique. Et donc voilà, il faut que tout ça, tout ce monde discute. Et on est dans un monde, nous, de l'innovation qui a tendance à aller très très vite. On oublie parfois que DSA, DMA, ça reste très abstrait pour quelqu'un qui se préoccupe du harcèlement à l'école, des problèmes très basiques de la vie quotidienne. Et donc, c'est normal que... Moi, j'ai quand même Bon, et puis là, c'est quand même, je faisais référence aux directives, mais là, c'est quand même un règlement. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça. Mais oui, Oui, Il il va falloir viendra. l'appliquer. Et donc, Tout le monde et pareil, voilà. de la même façon. Exactement. Donc, Moi, je vois le verre plutôt à moitié plein. Venant de là où vient l'Europe, Ouais. très belle étape. Ouais. Et tant pis si les Français Ça doivent avance. attendre un peu plus. Ça Tant avance. pis, enfin, à un moment, faut... Oui, oui. Ouais, ouais. Allez, votre avis sur Grok, donc ce nouveau chatbot qui va arriver sur X, la plateforme d'Elon Musk. Je dis qu'il va arriver parce que pour l'instant, il n'y a que quelques personnes qui peuvent le prendre en main. A priori, quand même, pour pouvoir jouer avec, il faudra passer à un abonnement Premium Plus et donc s'acquitter de 16 € par mois. Il est très américain. Alors, Il est très américain.
Ouais. Ça démarre aux États-Unis. Ça démarre aux États-Unis, tout à fait. On parlera aussi du modèle économique. Qu'est-ce que ça veut dire pour le modèle économique de la plateforme? Mais déjà, sur le principe, Elon Musk, donc, qui nous explique que l'IA, c'est hyper dangereux, les IA génératives encore plus, mais quand même lance sa propre solution, en disant qu'en plus, c'est mieux que ChatGPT parce que ça va permettre d'avoir des résultats au prompt qui sont actualisés avec toutes les données en temps réel qui sont publiées sur X. Vous dites super, bonne nouvelle ou là là, attention, danger. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de mettre 10 € par mois ou je ne sais quoi? Ouais, est-ce qu'on sera obligé? Mais en tout cas, moi, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est pas le sujet. C'est que par contre, ça montre vraiment plusieurs choses. Sur le personnage Elon Musk, grand hypocrite. Et il avait quand même dit 6 mois de moratoire, c'est le temps qu'il a mis pour sortir son truc. Enfin, ça je trouve que c'est d'une hypocrisie. Voilà. Mais en tout cas, moi, parce que je le mets sur le terrain éthique, ça ramène aussi à ce personnage sur lequel il faut un petit peu lui enlever des fois les grands projecteurs qu'on lui met. Point numéro 2, par contre, hyper intéressant. On n'arrête pas de dire que justement que l'IA, un des points clés, c'est justement qu'il ne soit pas capté par quelques acteurs, parce que justement, les IA vont amener finalement une culture. Pourquoi est-ce qu'Elon Musk, un des éléments au-delà du business, c'est que lui dit ChatGPT, il est trop woke. Intéressant, hein. Donc en fait, lui il dit, moi j'en ai marre qu'on réponde à des choses positives, polies sur les minorités. Non. Moi, mon grog, il va être un peu... il va apporter des réponses sexy, nous dit. Voilà, sexy. Il peut sortir des sentiers battus sans problème. Et lui, je pense que la question, d'ailleurs, il n'y a pas de limitation dans la pensée, dans son mode libertaire. Donc ça prouve, en tout cas, un truc clair, c'est que les modèles d'IA, de toute façon, auront cette question culturelle. Et que donc, on a besoin d'avoir des modèles culturels diversifiés. Et dernier point... Notamment européens. Et dernier point sur l'argent. Aujourd'hui, effectivement, un modèle d'IA, quand il est utilisé par les gens, il coûte effectivement plutôt presque 20-30 $ par mois en coût d'infra. Il faut se rendre compte qu'en fait, c'est très dispendieux aujourd'hui, l'IA. Donc, en fait, même en le vendant à 16 $, et ça reste encore pour lui un pari d'un point de vue business model, mais ça prouve en tout cas que l'IA va être une technologie qui va être soit ultra subventionnée par ceux qui ont beaucoup d'argent, soit qui va être assez cher par rapport à son usage, mais c'est normal parce que l'intelligence, ça coûte. Oui, mais ça veut dire des usages professionnels. Donc, ça va être quoi? Les professionnels, les fermes de robots qui vont accéder finalement à cette IA générative? Enfin, je veux dire, qui est la cible, qui est le public? Moi, je pense que l'IA générative, ça reste une techno. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Le contenu de ce que dit Elon Musk en tant que tel sur le sujet ne m'intéresse pas beaucoup. On verra si elle est compétitive, etc. Et on choisira les solutions techniques appropriées. Par contre, moi, j'avais noté parce que j'aime bien ce que tu dis. On défend cette idée quand même que l'IA, ça va véhiculer une culture, c'est civilisationnel, en fait, quelque part, à terme. Et moi, j'ai relevé une petite phrase qui m'a beaucoup plu, qui vient d'une jeune doctorante sénégalaise qui est dans la santé. Et elle veut utiliser l'intelligence artificielle pour prévenir les risques de cancer et certaines maladies très graves. Et elle dit la chose suivante. Et ça, je pense que c'est pas quelqu'un sorti dans le pas. C'est une jeune femme. Voilà, elle dit, Fatou Le Niang, elle dit, si nous n'avons pas de données africaines, nous devons nous baser sur celles qui viennent d'Europe ou des États-Unis. Mais nous ne pouvons pas prédire une maladie avec des données qui ne nous concernent pas. Oui. Moi, je pense que ça résume assez bien ce qu'on est en train de dire. Donc, quand est-ce qu'on va, au lieu de se préoccuper des frasques d'Elon Musk, quand est-ce qu'on va, là, vraiment, se dire, il nous faut des données. On se le dit, il y a des initiatives. Nos IA, on y va et on met le paquet là-dessus. Tous dessus. Il y a cette question, effectivement, de l'initiative européenne autour des IA génératives. Comment on fait pour rattraper le train là, qui est parti à 1000 à l'heure, quand même. Mais il y a aussi ce sujet d'une IA qui va être nourrie par ces contenus postés sur Twitter, avec beaucoup moins de filtres, effectivement, que les précédents. Mais ça veut dire aussi que c'est un modèle qui est non figé. C'est intéressant parce que ChatGPT est figé à 2021. Il n'est pas capable de répondre à des questions d'actualité. Là, on a un modèle totalement différent. C'est qu'une question de tuyau pour ChatGPT. On ouvre un robinet et puis ça va marcher. Ouais. On a parlé de deux choses différentes. Oui, mais ce n'est pas le modèle. ChatGPT, ce n'est pas ce modèle qui a été choisi.
Ça a été choisi de sorte qu'on n'abîme pas, on ne transforme pas le grand modèle de langage, on l'adapte en fonction des usages à des niveaux, des couches inférieures. Ça peut évoluer. Bien sûr. Techniquement, techniquement, il n'y a aucune difficulté. Il y a deux sujets qui sont, à mon Juste, c'est avis, pas le même résultat et c'est pas les mêmes conséquences, parce que c'est quand même... Aujourd'hui, Twitter est une plateforme d'influence. Oui, je suis d'accord avec Delphine. Je suis d'accord avec vous. Et véhicule toutes sortes de contenus non filtrés. C'est une responsabilité encore supérieure par rapport à la sortie de ChatGPT, qu'on disait déjà très responsable de plein de choses dans la société. C'est encore autre chose. Alors déjà, j'essaie de serrer un peu les sujets. Déjà, là, on vient de parler de la manière dont dont on alimente les IA. L'anecdote africaine, il y a une anecdote dans l'anecdote, c'est que Facebook, à un moment, a nommé un patron de la correction des biais en IA. Et ce patron, il est africain. Et pourquoi il a rejoint Facebook? Parce qu'il ne reconnaissait pas son visage avec le téléphone. Parce qu'il s'est entraîné sur des blancs caucasiens. Bon, donc ça, on sait, et c'est parti, il faut le faire. Si vous faites l'exercice, vous prenez une photo d'un homme avec une balle à côté. Si l'homme est chinois, on dira c'est ping-pong. Si l'homme est caucasien, on dira tennis. C'est radical. Faites l'essai. Ça marche très très bien. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais là, on est dans l'amont. Quand on dit que ChatGPT s'arrête à 2021, c'est d'abord un problème d'horizon de temps, ce qui fait qu'il lui manque toutes des infos récentes. Dire que l'IA de Elon Musk va sur Twitter, c'est d'une part, je suis jusqu'au plus présent, mais d'autre part, je suis sur des contenus d'un biais absolu. Donc, c'est quand même deux choses différentes. Il y a je suis à jour, et ChatGPT sera à jour, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à jour, et quel poids je donne dans ma corpus de données. Mais ça ne retire rien à la performance de ChatGPT, c'est pas le sujet. Oui, si, parce que si non, parce qu'aujourd'hui, je pense que Grok est beaucoup moins performant si je demande à que le LLM. Si je demande à GPT quel est le prix Nobel de cette année, il n'est pas voilà, ça dépendra des sujets. Oui, mais c'est pas ça la performance d'un modèle. Non, c'est la compréhension. La compréhension d'un mot dans un contexte de phrase. Le même ChatGPT, si je demande est-ce que Albert Camus a refusé le prix Nobel, il me dit oui. Et quand j'ai en quelle année il l'a eu, il me donne l'année. Oui, mais on se rend bien compte qu'il ne comprend pas vraiment. Non, parce que là, mais il ne comprend pas. Peu importe. Enfin, c'est pas un moteur de recherche. Mais parce que je voulais en venir quand même à la manière dont va être nourri ce modèle de langage, donc avec les contenus postés sur Twitter. Et en plus, on vient d'avoir en cadeau, j'ai envie de dire, avec la mise en application du DSA, du règlement européen, le premier rapport rendu public sur ce qui passe dans les fourches codines de la modération sur Twitter, et on s'aperçoit de la quantité de messages violents, haineux qui traînent sur ce réseau, notamment dans sa version française. Et d'ailleurs, ça c'est une des surprises. Enfin, on a les datas, donc ça c'est bien. On voit aussi l'écart. On parle de plusieurs milliers de modérateurs sur langue anglaise. On descend à 50 pour le français. 52, et je crois qu'on descend à 4 ou 8 pour les Allemands et 2 pour certaines langues qui sont dites rares, alors qu'en fait elles sont pour nous importantes, comme l'italien. Ça déjà, on voit un peu le ratio. Et la deuxième chose qu'on voit, et ça c'est une surprise, et je pense que les sociologues auront intérêt à se pencher là-dessus, c'est effectivement, on se plaint en France énormément de cette dimension haineuse sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, enfin X maintenant. Et bien il se trouve qu'on est les plus gros émetteurs. Donc, quelque part, on est aussi, en tant que Français, il faut vraiment aussi regarder les choses en face, ceux qui se plaignons de ce que nous faisons le plus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres peuples européens qui sont beaucoup moins à diffuser des éléments de haine. C'est ce qu'on voit dans les signalements. Est-ce que, je sais pas. Non, mais c'est une réalité statistique, parce que qu'on est beaucoup plus vigilant aussi. Avec 52 modérateurs, c'est pas énorme. On arrive à avoir des scores quand même de suppression de postes. Parce que c'est la proportion. Très impressionnant. Non, parce que le ratio par modérateur est supérieur pour les Français que pour les Allemands. Oui, c'est pour ça que je dis. Un modérateur français, il bosse beaucoup plus qu'un modérateur. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment là-dessus. On a une question à se poser sur notre degré de violence de la société française aujourd'hui. Et en même temps, le fait de refuser cette violence de manière encore plus forte. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une violence, j'ai envie de dire, des deux côtés. Une ambivalence. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant pour les sociologues du futur qui analyseront ça pour essayer de comprendre quel était le mal de cette société française à finalement se détester de ce qu'elle fait elle-même comme violence pour elle-même. Et je pense que c'est naturel. Plus on est confronté à des trucs horribles, plus on s'énerve. Et donc, voilà, à un moment, soit on reste policé et tout va bien, soit ça dérive et ça part en hypothèse. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans ce débat-là, parce que je ne suis pas là pour faire des discours politiques, mais c'est vrai que, par exemple, je reviens sur mon exemple du Canada, à Montréal, et les discussions qu'on a pu avoir, c'est quand même intéressant de voir, par exemple,
par exemple, ce pays, après je fais pas de jugement ni de comparaison, mais dans ce pays, quand on aborde la question par exemple de l'immigration et des quotas, on n'a pas de problème. C'est devenu quasiment un facteur d'attractivité pour le pays en tant que tel. Et donc, on va chercher les gens. On fait de la publicité, on favorise le regroupement familial. On fait des choses en faveur de ça. Chez nous, on n'a même pas encore abordé le projet de loi qu'on a déjà supprimé toute discussion sur certains de ces sujets, notamment sur le sujet des quotas. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste qu'il est clair qu'on n'aborde pas les grands sujets de société d'aujourd'hui de la même manière, avec la même sérénité. On a du mal à discuter, à échanger. Oui. C'est compliqué, il y a beaucoup d'antagonisme. On enchaîne avec notre autre sujet, non, Alain ? Oui, enfin juste pour Très terminer sur Grok, ça met en avant l'aval. Donc on a parlé de l'amont, il faut mettre plus de données, etc. Mais l'aval, on parlait de personnalité, j'ai plutôt parlé de propagation de biais. Parce qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a. C'est pas vrai. Il n'y a pas de culture non plus. Ça propage des biais. Et les biais d'X, des biais compliqués, avec néanmoins le fait qu'il y a tout et son contraire sur X. Donc, je suis curieux de savoir dans quelle mesure, soit ça amplifie tout et son contraire, ça sera ingérable, on va finir par arrêter, parce qu'on déteste la violence, soit ça va s'annuler, et on va peut-être avoir une modération de X digne de ce nom. Eh ben, est-ce que vous serez prêt J'en à sais payer rien. 16 dollars ou 16 euros par mois pour vérifier ça, Alain ? Mais non. Bon. Allez, autre sujet, donc là c'est Facebook, Instagram. Pour eux c'est fini la pub ciblée, enfin c'est fini. En tout cas, l'Union européenne dit stop à l'utilisation des données sans un consentement explicite des utilisateurs, considérant que pour l'instant c'est pas suffisamment explicite. Et à ça, le groupe Meta répond par OK, dans ce cas-là, on va demander aux gens de manière très claire de choisir, soit ils acceptent ce service avec de la pub ciblée, soit ils devront payer. Alors, dans quel camp allez-vous être ? Vous allez payer ou accepter encore cette pub J'ai ciblée ? juste sorti ma calculette. C'est assez cher, l'abonnement. Hein. Facebook 9,99 €. Facebook fait 11 milliards de dollars de bénéfices trimestriels, avec 2 milliards de personnes. Ça veut dire que s'ils devaient le faire payer, c'est 2 euros par personne, pas 9 ou 13. Voilà, donc à un moment, il faut arrêter. Oui, mais enfin, j'imagine qu'ils considèrent qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont payer. Mais c'est pas grave, le reste aura de la pub. Ouais. Donc moi je dis, le calcul est très simple, si toute la base devenait payante, je vois pas pourquoi le bénéfice de Facebook serait multiplié par 4. Et selon vous, ce prix, justement, il est discriminatoire ? Ça veut dire qu'ils savent très bien que Il est personne en partie discriminatoire et j'ai envie de dire, c'est un test produit. Voilà. Ils font un test pour voir si les gens sont prêts à payer, combien de pourcentage de la base utilisateur est prêt à payer. Enfin, moi, je serais... un conseil, on va dire, qui cherche des nouveaux produits, des nouveaux services dans l'entreprise, ça fait longtemps que j'aurais fait le test. Objectivement, c'est plutôt... ça a du sens. Alors, ça nous sort de ce modèle de l'Internet gratuit, qui, finalement, on avait fini par accepter l'idée que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Bon. Sauf que ça va, il me semble, un peu plus loin aujourd'hui. On n'est pas juste un produit, nous sommes des opinions. Manipulable et manipulé. Ça devient un sujet politique. Oui, mais, et puis ça devient effectivement un sujet dans lequel effectivement on est monétisé en permanence. C'est effectivement l'étape d'ailleurs qui avait été analysée depuis longtemps. L'étape suivante du capitalisme, c'est de faire de nos corps et de nos esprits une valeur. Et là, on est vraiment là-dedans. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Noël, avec les calculs qu'a fait Alain. Là, c'est qu'en gros, on a une entreprise là qui, quelque part, on lui force dans son modèle, parce que clairement, il n'y va pas de cœur. Ils ont fait un communiqué comme quoi ils trouvaient que ce n'était pas une bonne idée, parce que ça complique pour eux quand même le message. Forever free, bah non, parce que forever, ça dépend. Bon, et simplement, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que là, ils vont maximiser du coup leur profit encore. C'est ça. C'est-à-dire que quelque part, et ça c'est vraiment intéressant, c'est comment est-ce que on a, un peu comme un lutteur grec, quand il est au sol, on n'arrive pas à le... On le prend et voire même... Il maintient sa position parce que finalement, au mieux, ce qui va se passer, imaginons que 10% de la base installée passe en payant. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que par rapport au calcul qu'a fait Jean-Noël sur la marge, ça y est, sur 10%, ils vont gagner encore de la marge. Donc quelque part, on n'a pas touché le fond du modèle. Oui. Et Meta, d'ailleurs, s'en sort de manière, moi je trouve assez incroyable. Il nous reste que 3 minutes et je voulais absolument qu'on parle avec Jean-Noël de la contre-attaque contre les ransomware, puisqu'on a quand même une alliance de 50 membres à l'international qui, alors, ne s'engage pas à ne plus jamais payer de rançon, mais en tout cas qui dit que ce serait quand même mieux si on n'en payait pas pour montrer l'exemple et assécher les comptes, finalement, des groupes de cybercriminels. On va dire que, dans le fond, c'est une position qui est parfaitement cohérente
et éthique pour le coup. On ne va pas encourager, on va dire, à payer le crime pour sortir de ce problème-là. Maintenant, bon, on se souvient aussi qu'en France, on a entre-temps fait passer une loi pour justement permettre le remboursement, en fait, la prise en charge par les assurances du remboursement des ransomware. Des rançons payées. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même, alors que, désolé de revenir encore au Canada, alliance. Mais au Canada, La par France exemple, fait partie on de cette rembourse. alliance, Jean-Noël. Donc ça veut dire Tout que ça à fait, pourrait changer. tout à fait. Donc je dirais que là encore, on est un peu comme dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le projet de loi numérique. Il va y avoir à la fin une position intermédiaire. Ce qui est certain, c'est que la collaboration en matière de cybersécurité, c'est comme les données pour l'IA. Plus il y en a, plus on est performant. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. C'est aussi bien de montrer que justement l'éthique et la position, on va dire, qui est quand même appelée par tous les gens sérieux dans nos métiers et les autorités de toute tutelle en général, qui consiste à ne pas payer les criminels, payer les rançons, que finalement cette position est celle qui fait l'unanimité. Donc ça a un sens sur le plan technique pour améliorer la qualité du renseignement, des échanges de données, de la donnée qui va servir justement à lutter contre les ransomware. Et de l'autre côté, c'est quand même la position de fond qui l'emporte. Donc, est-ce que ça va être plus efficace? Il y a quand même des plateformes qui vont être mises en place justement pour le partage de données au niveau international. On sera plus a réactif. l'impression que ça y est, ça bouge enfin. On sera plus réactif, ne serait-ce que ça. On a 30 secondes pour conclure. Et puis là, on est dans un contexte un peu différent. C'est les États-Unis eux-mêmes qui prennent la tête de cette initiative. Ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à ce que ça augmente, parce qu'ils ont en face plutôt, on va dire, des ennemis qui sont côté chinois ou plutôt côté russe. Donc quelque part là, on n'est pas dans le même combat qu'on a discuté depuis le début, Amérique contre Europe. Au contraire, eux là, ils ont intérêt comme nous. Là, on est totalement alignés. Beaucoup plus Et plus que nous, voilà. Et donc quelque part, on est protégé là. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Alain Garnier, président fondateur de Jamespot, Alain Staron, président fondateur d'Artifil, et Jean-Noël de Galzin, président d'Exatros. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande régularité sur Bismart et aussi via les réseaux sociaux et via les podcasts.